Dans cette vidéo, nous allons maintenant examiner le contenu de la barre latérale qui est accessible avec ce bouton ici, il l'appelle Réglages. Et aussi en même temps, on va étudier l'affichage du menu Options, étant donné que se superpose à la barre latérale, on va les traiter ensemble. Nous allons commencer par le menu Options et je clique ici sur ce bouton pour le faire apparaître. Dans ce menu, il y a des parties que nous avons déjà examinées, donc je ne vais pas y revenir dessus. La barre d'outils supérieure, on l'a vu. Le mode mise en lumière, on l'a vu. Le mode plein écran, on l'a vu. Et donc, on va s'attarder sur la suite. La deuxième partie s'appelle éditeur. Nous avons donc la possibilité d'avoir soit un éditeur visuel, c'est le mode par défaut. On nous fait apparaître le contenu tel qu'il sera affiché dans l'article sur le site final. Il y a aussi la possibilité d'avoir l'éditeur de code, ici, qui est aussi accessible avec un raccourci CTRL-SHIFT-ALT-M. Alors au clavier, ce raccourci est un peu périlleux, mais enfin on y arrive. Moi j'y arrive avec main gauche, pouce sur CTRL, index sur SHIFT, et main droite, le pouce sur Alt et le petit doigt sur M. Ça, si vous n'avez pas des mains trop petites, ça doit marcher. Donc si je clique sur ce lien ici, je fais apparaître le contenu en mode code. Ici, c'est le code qui est enregistré dans la base de données. Il faut savoir qu'au niveau de Gutenberg, les blocs sont délimités par des balises. Ici, on voit une balise de début de bloc paragraphe et ici une balise de fin de bloc paragraphe. Le code est donc enregistré de cette façon dans la base de données. Il ne faut pas confondre ceci avec l'affichage HTML qu'on a vu au préalable. Alors je vais revenir ici en éditeur visuel en cliquant sur ce lien et je vais faire réapparaître momentanément modifié en HTML. Ici, nous avons le code qui est généré dans la page HTML ou PHP qui va s'afficher sur le site. C'est le code généré. Je reviens à modifier visuellement. Et si nous sommes ici au niveau de l'éditeur de code, nous avons le code qui est sauvegardé dans la base de données. Ce n'est pas du tout la même chose. Ça veut dire que ce code qui est sauvegardé dans la base de données, lorsque l'article ou la page vont être chargés dans WordPress, ce code-là sera converti en HTML. Alors je reviens sur l'éditeur visuel. Ensuite, nous allons avoir une zone outils. On va la détailler rapidement. D'abord, gestionnaire de blocs ici, qui pourrait s'appeler gestionnaire de l'affichage des blocs. En fait, on a simplement une liste de tous les blocs disponibles qui sont utilisables. Et en face de chaque bloc, on a la possibilité, si on décoche la case correspondante, de l'afficher ou pas dans la liste des blocs qui sont proposés. Donc ça peut vous permettre d'alléger un petit peu la liste. S'il existe des blocs que vous n'utilisez jamais, vous pouvez les décocher ici et comme ça ils n'apparaîtront pas dans la liste. Après, on va avoir une zone pour gérer les blocs réutilisables. Alors à ce stade, nous n'avons pas créé de blocs réutilisables, nous en créerons un plus tard, donc nous reviendrons sur cette ligne de menu plus tard. Donc je vais rester sur la page ici, puisque pour l'instant c'est pas utilisable, puisque nous n'avons pas créé de blocs réutilisables. Après, nous avons les raccourcis clavier, ça nous l'avons déjà vu ici. Nous avons affiché la liste des raccourcis clavier et rappelez-vous que je vous ai donné au téléchargement une image que j'ai créée à partir de cette liste pour éventuellement, si vous voulez les imprimer et les mettre à côté de votre clavier. Après, nous avons le guide de bienvenue. Ça, nous avons dit que ceci s'affichait lorsque votre WordPress était fraîchement installé ou bien lors du premier accès d'un nouvel utilisateur. Il s'affichera aussi. Bon, il n'y a pas gros intérêt. Vous avez plusieurs fenêtres. Et à la fin, il vous propose même un guide détaillé ici qui va vous conduire vers un autre lien, une autre page de WordPress. Donc vous aurez des informations. Alors c'est pas forcément très à jour. Vous voyez que là, il nous propose les nouveautés de la version 5.5, alors qu'il y a une semaine, on est passé à la version 5.6. Mais globalement, c'est quand même assez précis. Mais méfiez-vous, vous voyez, si j'affiche ici cette image, vous voyez que dans l'interface, il n'y a pas le gros bouton plus, il n'est pas noir, et il n'y a pas le gros bouton WordPress. L'interface n'est pas tout à fait actualisée. Mais dans l'ensemble, il y a quand même des indications valables qui sont affichées dans cette page. Mais ce n'est pas forcément le jour même. Il y a certains délais, j'imagine, avant que cette page soit mise à jour. Donc je vais la fermer. Je vais aussi fermer ceci. Ensuite, on a la possibilité de copier tout le contenu. Si vous cliquez sur cette ligne, vous allez copier tout le contenu de l'article dans le presse-papier
Et éventuellement, vous pourriez le dupliquer en créant un nouvel article et en faisant coller ou CTRL-V dans l'article vierge. Après, nous avons une aide qui, je pense, telle que l'icône le dit, va nous diriger sûrement vers une autre page de WordPress. Voilà, une page, c'est la page qu'on a vue tout à l'heure. Donc ceci pour la partie outils. Ensuite, on a une zone préférences. Ici, vous allez pouvoir effectuer divers réglages au niveau de l'affichage des éléments dans Gutenberg. Il suffit de lire les possibilités et en fonction de ce que vous voulez afficher ou pas dans les panneaux, vous aurez à cocher ou bien décocher les cases. Donc là, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il suffit de lire la page pour comprendre à quoi ça sert. Je ferme ici. Nous avons vu le contenu ici de cette barre d'options. Enfin, ce n'est pas une barre, c'est un menu, mais je l'ai traité avec la barre latérale, puisque vous l'avez vu, quand je clique sur ce bouton, son contenu s'affiche dans le même espace que la barre latérale. On les a mis ensemble. Nous allons maintenant nous pencher sur la barre latérale. Je vais donc ici faire disparaître ce menu options en recliquant sur le bouton en haut. Et je vois la barre latérale qui apparaît, la barre de réglage, avec ces deux onglets, l'onglet article et l'onglet bloc. L'onglet article aura son nom en fonction du type de contenu que l'on édite. Ici, on édite un article, il s'appelle article. Si on édite une page, il s'appellera page. Et si même on édite un contenu personnalisé, un custom post type, à ce moment-là, il y aura le nom du contenu personnalisé qui s'affichera ici. Cette barre de réglage est constituée de plusieurs panneaux qui sont déroulables en cliquant sur la petite flèche ici. Le premier, état et visibilité, va nous donner les paramètres de publication de l'article, à savoir s'il est public ou bien protégé par un mot de passe privé, etc. Donc ça, c'est classique au niveau de WordPress. Ensuite, nous aurons la date de publication, c'est-à-dire dans ce cas, la date à laquelle il a été publié. Et lorsque nous publions un article, par défaut, il prendra la date immédiate du moment, mais nous aurons la possibilité, et même aussi une fois que l'article est publié, de modifier sa date de publication, à savoir de le ramener éventuellement à une date antérieure si on veut un peu jouer sur la chronologie, ou bien pourquoi pas de le mettre à une date ultérieure, et à ce moment-là, l'article sera publié une fois que cette date et l'heure correspondantes seront atteintes. On peut aussi décider de l'épingler en haut du blog. Alors ceci s'appelait avant la fonction Sticky Post. Ça permet de garder l'article toujours présent dans la liste des éléments. Bon, ensuite, on a l'auteur de l'article. Par défaut, c'est le nom de la personne connectée qui est en train d'écrire l'article. Mais on pourrait modifier ici ce nom si on le voulait en mettant le nom de notre utilisateur. C'est selon ce qu'on veut faire. On mettra à la corbeille, ça se passe de commentaires. C'est pour mettre l'article à la corbeille. Ensuite, on a un système de révision. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on fait des modifications au niveau de l'article, WordPress garde un certain nombre de versions. On voit actuellement qu'il en a 27. Et si je clique ici, alors il me dit quitter la page, peut-être... Alors je fais rester sur la page, peut-être que je n'avais pas mis à jour. Donc je vais mettre à jour. Et je vais recliquer. Voilà, il fallait que je mette l'article à jour. On a donc ici toutes les révisions possibles de notre article. On peut faire défiler en haut un curseur qui va nous ramener à toutes les versions antérieures de notre article en fonction des modifications que l'on a effectuées. Et à droite, on aura toujours la dernière version en vert et en rose les zones qui ont été modifiées. Ici, c'est l'article que je trimballe depuis le début, donc j'ai fait beaucoup de modifications et avant de démarrer cette vidéo, je l'ai rétabli avec 4 articles propres. Donc c'est pour ça qu'avant, il n'y a rien. Mais sachez que vous pouvez éventuellement revenir en arrière sur une version antérieure et au besoin la ramener. Alors moi, je vais faire annuler. Donc je vais cliquer ici sur aller à l'éditeur. Je ne vais pas enclencher une révision. Je vais rester comme je suis. Sachez aussi que le nombre de révisions conservées peut être paramétrable au niveau du thème, car il faut savoir que chaque révision, ça conduit à stocker une version supplémentaire de l'article. C'est-à-dire que ici, nous avons 26 révisions avec l'article. Ça veut dire que cet article est enregistré 27 fois dans la base de données. Donc si vous n'utilisez jamais les révisions, à ce moment-là, peut-être qu'au niveau du thème, il faudrait réduire le nombre au moins, c'est-à-dire en mettre 4 ou 5, pourquoi pas, pour éviter de faire gonfler inutilement le volume de la base de données. Ensuite, nous allons trouver une zone dédiée au permalien, ici. Le permalien est un élément très important. Pour mieux l'appréhender, on va passer dans la création d'un nouvel article pour voir comment cela fonctionne dès la création.
Je retourne donc ici dans la liste et je vais cliquer sur ajouter ici pour créer un nouvel article. Et là, je vais taper un titre. Par exemple, je vais mettre mon premier article du blog. Et maintenant, je vais appuyer sur la touche Entrée. Bon, éventuellement, je vais aller choper un petit peu de texte ici, pour pas que ça soit vide. C'était ici. Voilà, admettons, je fais ça, je crée un article. J'ai tapé le titre ici. Pour l'instant, au niveau du permalien, j'ai rien parce que je n'ai pas encore publié l'article. Donc le permalien n'a pas été créé. Je vais cliquer sur Publier ici. Donc je vais prendre les paramètres qu'il me propose et je vais recliquer sur Publier. Et maintenant, mon article est publié. Il me le dit, je peux fermer ici cette petite fenêtre et je reviens là où j'étais. Et je vois maintenant, au niveau du permalien, que j'ai généré ce qu'on appelle un slug d'URL ici, qui est dédié du titre que j'ai tapé. C'est la même chose, la seule différence c'est que les espaces ont été remplacés par des tirets et que les lettres majuscules ont été remplacées par des lettres minuscules. Maintenant, ça veut dire que si je retourne sur le site, si je rafraîchis, ici je vois mon premier article du blog et si je clique sur son lien pour afficher l'article lui-même, je vais voir le permalien qui s'affiche ici. Voilà le rôle du permalien, c'est d'avoir des URL propres, faciles à lire et surtout facilement référençable par les moteurs de recherche. Parce que techniquement, l'URL réelle, elle ressemblerait plus à ça, du type post.php avec un paramètre d'URL, post égale 136, etc. Et donc pour les moteurs de recherche, c'est plus facile à déchiffrer et aussi c'est très utile pour archiver vos articles et les classer. Donc maintenant, il faut savoir une chose, si je reviens ici, c'est que ce permalien, il est créé une seule fois. Si vous modifiez votre article, par exemple, vous dites, ah ben non, c'est pas mon premier article, c'est mon deuxième article. Donc si vous corrigez le titre ici, si vous tapez mon deuxième article, et si vous mettez à jour l'article, on voit bien que ici, le permalien ne va pas changer. Si je reviens sur le site, même si je reviens sur la page d'accueil, il me met bien mon deuxième article du blog, mais si je clique dessus pour l'afficher, je vois que son permalien c'est mon premier article du blog. Donc ça c'est vraiment antiproductif, il faut se méfier de ça. Lorsque vous modifiez le titre, vérifiez toujours l'état du permalien, le contenu. C'est hyper important. Et même, mieux que cela, vous n'êtes pas obligé d'avoir un permalien qui soit exactement le même contenu que le titre. Par exemple, le titre, vous avez mis mon deuxième article du blog, donc c'est bien parce que c'est votre blog, ben vous mettez mon, mais au niveau du référencement, le mon, à la limite, il n'est pas utile. Vous pourriez ici mettre premier article, donc en supprimant mon, comme ceci, et donc en mettant à jour, ça aurait la même utilité, et par contre, votre permalien sera plus pertinent, parce que pour Google, quand il voit mon, l'article MON, l'article, le pronom personnel, pour lui, il ne sait pas qui c'est. Bon, donc, premier article du blog, au moins ça parle, ça serait suffisant. Et si je reviens ici, donc je reviens sur la page d'accueil, ici j'ai mon deuxième article du blog, si je reclique pour l'afficher, je vais voir afficher au niveau du permalien, premier article du blog. Donc pensez bien au niveau du permalien, c'est hyper important. Et surtout si vous changez le titre de l'article, par exemple, imaginons que vous ayez créé un article et que finalement vous décidez de l'abandonner, mais vous avez déjà rédigé des choses que vous voulez reprendre et modifier, donc vous reprenez votre texte, etc., et vous modifiez votre titre, pensez bien à vérifier le permalien. Sinon, vous risquez d'avoir un truc qui ne correspond pas, et le référencement dans Google se trouvera affecté. Et bien sûr, ici pour bien faire, il faudrait alors que je modifie l'URL, j'ai la possibilité de le modifier bien sûr, et que je mette deuxième, si je veux que ça reste cohérent. Et aussi, on n'a pas d'accent. Les accents ne sont pas autorisés dans le slug. Si vous en mettez, d'ailleurs, je vais en mettre un exprès, je mets l'accent ici, et si je sors de la zone, vous voyez qu'il va l'enlever automatiquement. Maintenant, je peux mettre à jour mon article, je peux revenir sur le site, sur la page d'accueil, je clique sur le lien pour réafficher l'article et je vois que j'ai bien un deuxième article du blog. Alors je vais revenir ici rapidement dans la liste des articles et je vais recliquer sur ajouter pour bien vous montrer. Si nous n'avions pas le système des permaliens, voici à quoi ressemblerait l'URL. Donc mon site c'est l'URL ici en local.
Vous, ça serait www.bidule.com par exemple. Et ensuite, on a point d'interrogation P égale 140 parce que mon article va avoir l'identifiant 140 dans la base de données. Donc ça, c'est l'URL technique, mais le fait de créer un titre, donc je crée un titre ici, et dès que je publie l'article, comme ceci, je vois que maintenant, le slug a été mis en route et le permalien est devenu un titre et précédé de la date, donc 2020, 12-23. Ça, c'est WordPress qui recompose ça, c'est ce qu'on appelle techniquement la réécriture des URL. Je vois que le temps tourne, donc nous allons continuer à explorer cette barre latérale dans une prochaine vidéo.